Bonjour à tous, bienvenue au balado plein écran jour 8 de la programmation, présenté en collaboration avec les copains du son et la Case des Jardins de la culture. Allô Ariane! Bonjour! Le temps avance, on est déjà rendu au jour 8. C'est complètement fou. J'en reviens pas. Dis-moi, à qui on parle aujourd'hui? Très beau programme, 3 segments aujourd'hui. On commence avec Maude Tété-Légaré qui nous parle du Patenteux, un documentaire qu'elle a fait aux îles de la Madeleine. Très hâte d'entendre ça. Ensuite, on a un duo de cinéastes, Samer Najari et Dominique Chila, qui viennent nous parler de leur film coup de poing Rituel sous un ciel écarlate. Quand même. Et on termine en beauté avec Clara Milo, la co-réalisatrice de Himalaya. Donc, elle a co-réalisé avec Juliette Losky. Elle vient nous parler de ce très beau film. Alors, c'est un balado étoffé aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas pu s'entretenir avec Trevor Bloomas pour le fabuleux Hello, my name is Beaver, mais on vous laisse avec tout un programme. Bonne écoute! On a le cœur plein de soleil aujourd'hui parce qu'on a de la belle visite en studio. On a Maude Tété-Légaré avec nous, la cinéaste derrière Le Patenteux. Bonjour Maude. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, je suis contente d'être ici. Écoute, moi j'aimerais sauter dans le vif du sujet. Le micro me gosse un peu, sorry. Est-ce que tu peux, pour les gens à la maison, est-ce que tu peux décrire un peu c'est quoi Le Patenteux? Ah, Le Patenteux, c'est l'histoire d'Henri Pinchot. En fait, c'est un peu son portrait. C'est 7 minutes et ça porte sur cet homme qui est super intéressant, très charismatique, qui, lui, avait un rêve d'enfance, c'était de construire un trébuchet. Donc, un trébuchet, c'est une arme de guerre médiévale qui est énorme. À ne pas confondre avec une catapulte, c'est pas la même chose, okay. Parce que c'est comme un levier, fait que souvent les gens ils confondent, c'est pas la même chose. Et c'est juste une personne incroyable qui... C'est un personnage. C'est vraiment... Il est charismatique, il est érudit, humble, déterminé. C'est vraiment... Tu le rencontres, tu te dis, mon Dieu, ce monsieur-là, j'ai envie d'être son ami. Là. Ouais, absolument. C'est la première chose que je me suis dit en regardant le film. Comment est-ce que tu l'as rencontré? Comment est-ce que le projet est né? En fait, ce projet-là, c'est dans le cadre d'un Kinomada. Donc, Kinomada, c'est un laboratoire de création de courts-métrages. Donc, moi, j'avais jamais réalisé de film. Moi, je suis documentariste sonore. Fait que je touche pas du tout à l'image. Je fais que du son. Et on était donc une cinquantaine. Il y avait 25 personnes d'un peu partout du Québec et 25 Madelinots. On est allé aux îles de la Madeleine. C'était incroyable pendant 2 semaines. Et là, c'est comme un kino, mais sur une semaine. C'est-à-dire, là, t'arrives le dimanche, tu pitches ton idée, puis t'as 1 semaine pour produire le film avec une équipe, puis tu travailles sur plusieurs films. Fait que moi, je me suis dit, bon, ben OK, j'aimerais ça réaliser mon premier film. Et 1 semaine avant de partir aux îles de la Madeleine, j'ai des amis qui m'ont dit, « Ah, mais est-ce que tu as déjà entendu parler du monsieur au trébuchet? » Moi, je savais pas c'était quoi un trébuchet. Fait que je regarde sur Google, c'est énorme, arme médiévale. Puis là, je me dis, OK, intéressant. Fait que là, j'essaie de le trouver. Mais bon, Henri Pinchot, il n'y a pas de Facebook, là. Donc là, je trouve un site patrimonial, je leur envoie un courriel pour essayer de trouver le numéro d'Henri Pinchot. Finalement, c'est sa nièce qui me réécrit, qui me donne un numéro de téléphone. Et là, j'appelle et c'est la boîte vocale. Je suis merde, shit, qu'est-ce que je fais? Fait que là, je laisse un message, tu sais. Bonjour, je m'appelle Maude, je suis réalisatrice, je m'en viens. J'explique c'est quoi le Kinomada, j'ai 1 semaine pour faire un film, est-ce que ça vous tente? Blablabla. Fait que là, j'y envoie, puis je suis stressée. Tous les jours, je regarde s'il m'a rappelé, puis il m'a jamais rappelé. Là, j'étais bon. Fait que là, je suis dans le traversier, j'arrive aux îles de la Madeleine, puis j'espère encore qu'Henri Pinchot m'appelle. Et là, j'arrive, je vois les îles, je vois le port, et là, je reçois un appel. Et c'est Henri qui m'a fait justement heureuse. Là, il me dit, oui, bonjour, je viens de recevoir votre message, je suis intéressée, on se rencontre demain, on va prendre une bière ensemble à la marina. Au revoir. Je suis comme... c'est où la marina? C'est quoi la marina? Qui t'as-tu donné? Oh my God! C'est comme, OK. Fait que là, finalement... je suis allée le voir à la marina, on a pris un verre, puis ça a cliqué tout de suite. Ben, c'était une de mes autres questions, en fait, parce que souvent, ces documentaires qui suivent quelqu'un, il faut que, bien sûr, qu'il y ait un lien de confiance qui soit établi. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été difficile? Pas du tout. Vraiment, on s'est rencontrés à la marina, on a pris un verre ensemble. Il m'a raconté son histoire, puis moi, j'ai parlé de ma démarche. Je lui ai dit j'avais 1 semaine pour faire un film, 1 journée de tournage, puis j'avais jamais fait ça, puis j'avais un bon feeling. J'ai posé des questions sur son enfance, sur sa vie, puis
Il m'a dit, ben, je suis partant, on se voit demain. Fait que là, je me suis trouvé une équipe de tournage, donc Mathieu Huard au DOP, Marie-André Cormier à la prise de son, puis on est parti, puis on a fait une journée de tournage. C'était vraiment formidable. Là. En fait, tout le film, c'est tourné en une journée. Oui, c'est tourné en 4 heures, 5 heures, peut-être 2 heures, 2 heures. Oui, parce que c'est ça le Kinomada, c'est que tout le monde doit travailler sur plein d'autres films. Moi, j'ai fait de la prise de son de d'autres films. Après, il faut que tu fasses ton montage. J'ai dû apprendre à travailler avec Adobe Premiere. Parle-nous de ton expérience. Parle-nous de ton expérience avec Adobe Premiere. Ben, au début, j'ai beaucoup sacré parce que, tu sais, moi, d'habitude, je suis bonne en montage. Fait que c'est difficile de recommencer avec un autre système. Puis je travaille avec Audition, fait que ça se ressemble quand même. Mais là, avec l'image, je savais comme pas trop quoi faire avec l'image parce que d'habitude, je travaille juste en son. Là, je me suis dit, ben, je vais faire un documentaire sonore puis je vais ajouter des images. OK, wow, OK. C'est ça que j'ai fait. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir des conseils. Tu sais, on est une 50aine, on est une belle gang. Il y a plein de cinéastes qui font ça depuis super longtemps. Tu sais, fait il y a plein de beaux mondes. C'est pas que la relève, là, c'est très mélangé. Fait que, tu sais, j'allais voir souvent, hey, comment qu'on fait ça? Ils m'ont vraiment aidé. Là. Il y a vraiment eu un beau travail d'équipe. Puis c'est ça Kinomada, c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a des photographes, c'est vraiment extraordinaire. Là. En fait, moi, je reviens au fait que c'est ton premier film. Wow! First of all, wow! Et puis, en fait, c'est quand même un double défi parce que c'est ton premier film, mais aussi, c'est très, très restreint comme temps. Moi, je me demandais, c'était quoi les plus grands défis de tournage ou avec ce film? Hey, j'ai rien trouvé difficile. Malade! Mais en même temps, on dirait que, tu sais, habituellement, en fait, ça m'a fait du bien de travailler rapidement sur un projet, puis de faire quelque chose dont je suis fière, avec une belle équipe de professionnels aussi. Tu sais, c'est ça, les gens avec qui je travaillais, c'était des professionnels. Tu sais, c'est pas moi qui étais à la caméra, une chance, sinon ça j'aurais capoté ma vie, là, parce que j'aurais pas su quoi faire. Mais je travaille avec un DOP qui fait ça dans la vie, tu sais. Fait que j'arrive avec des gens qui sont professionnels, puis moi, pour la première fois, à la place de gérer la prise de son, parce que dans mes projets sonores, je fais aussi la prise de son, là, je suis juste assise, puis je pose des questions à Henri. C'est extraordinaire. Je suis juste concentrée sur le contenu. J'ai pas besoin de gérer le gain et tout ça. Là. Et donc, ça a été facile pour ça. Puis ça m'a fait du bien aussi parce que des fois, quand tu travailles 2 ans sur un projet, t'as l'impression que tout est mauvais, puis c'est difficile sur le moral aussi de travailler aussi longtemps sur un projet, puis t'as tellement de rush, des heures et des heures d'écoute de même projet. Tandis que là, j'avais tellement peu de contenu, puis c'était bon, puis c'était intéressant, puis moi, j'aimais mon personnage, puis j'étais fière, puis j'étais dans cette vibe un peu que on travaille jusqu'à minuit, puis tout le monde travaille ensemble un peu comme si on était universitaire un peu. Ouais. Fait que c'était que du bonheur, là, puis ça fait du bien aussi de faire quelque chose quand ça fait 2 ans que tu travailles sur un même projet, puis là, c'est comme, enfin, puis ça finit avec une soirée de projection, tout le monde est content, tout le monde est fier. Fait que c'était un gros party, là. Ben, c'est solide, ça a l'air. C'est quelque chose. Qu'est-ce que Henri a pensé du film? En fait, c'est ce que je craignais le plus. C'est-à-dire que tout le monde se connaît aux Îles-de-la-Madeleine. Tout le monde connaît Henri Pinchot parce que Henri Pinchot... Parce que Trébuchet. Il y a un Trébuchet, puis c'est un personnage. C'est quelqu'un qui est très... Tout le monde le connaît. Donc là, à la soirée de projection, il était là. Et ses proches étaient là, tout le monde était là. Donc, moi, je voulais vraiment m'assurer qu'il soit fier du produit. Puis, ces projets-là peuvent rapidement être dans la caricature. T'sais, c'est un monsieur qui fait un trébuchet. Je voulais pas être dans la caricature. Je comprends ce que tu dis. Et je voulais pas qu'il se sente caricaturé. Je voulais qu'il se sente respecté, mais je voulais aussi mettre un peu d'humour quand même dans ce projet-là. Puis mettre beaucoup d'amour aussi. Donc, je craignais quand même... non, pas craignais, mais j'avais de l'appréhension par rapport à ce qu'il allait en penser. Puis là, il était à côté de moi pendant la séance d'écoute. Et là, je le regardais, puis finalement, il est venu me voir, puis il était fier. Il était vraiment fier. Puis pour moi, ça, c'était extraordinaire parce que ça veut dire que j'ai réussi, tu sais. Fait que j'étais vraiment contente qu'il soit fier. Ouais. À lui faire honneur. Oui, absolument, parce que je voulais pas rire de lui. C'était pas mon intention, tu sais. Non. C'est quelque chose, c'est un terrain glissant, en fait, parce absolument. que... On peut rapidement, je trouve, rentrer dans cette caricature-là, tu sais, du monsieur, puis en plus, ça s'appelle le patenteux, puis j'avais pas envie de rentrer là-dedans, tu sais. Donc, c'est vraiment trouver la fine ligne. Puis ça, tu le sais pas tant que la personne l'écoute, tu sais. Écoute, moi, je me demandais, qu'est-ce que... bon, c'est sûr, c'est ton premier film. Est-ce que ce film-là t'a donné envie de faire d'autres courts-métrages ou des longs-métrages qui ne sont pas sonores?
Oui. Ouais. Oui, Ben, je je veux pense- dire qu'ils sont sonores, mais clairement, avec des images. Muet. Mon prochain film est muet. Ça me sortirait de ma zone de confort, là, un film Ça- muet. Là. Je c'est sais pas fou, comment hein? je le scénariserais, en fait. Parce que je travaille avec des verbatims, puis j'écris tout, puis Mhm. ça serait difficile. Mais oui, je serais ouverte à faire d'autres films, absolument dépendamment des sujets. C'est-à-dire que Là, en plus, Henri Pinchot aux Îles-de-la-Madeleine, un trébuchet, il y a comme quelque chose de tellement imagé et fort. Tu sais. Ouais. Fait que je pense que ça dépend des sujets. Puis moi, je me spécialise beaucoup dans mes documentaires sonores sur les violences sexuelles puis les enjeux féministes. Fait que je trouve que le documentaire sonore permet justement d'aller approfondir ces sujets-là, en parler sans tabou, rencontrer des personnes qui parleraient pas, en fait, s'il y avait une caméra, tu sais, vraiment rentrer dans l'intimité. Fait que je pense que de faire un documentaire pas sonore, donc un documentaire normal, je pense que ça s'apprête très bien, dépendamment des sujets. Tu sais, je suis pas fermée. Moi, je sais pas ce que je vais faire dans 5 ans. Je suis open à plein de choses, pour vrai. Là. T'es une exploratrice. Ah ouais, une aventurière. Oui. C'est ça. Je me demandais, est-ce que beaucoup de matériel qui a été coupé au montage? Non, j'ai presque tout utilisé. Ok. L'entrevue a duré 2 heures. Fait que oui, il y a du matériel de contenu qui a été coupé, mais tu sais, les images de coupe, j'ai presque tout utilisé. En fait, j'aurais aimé ça faire 1 semaine de tournage, puis faire un court-métrage d'une 20, 30 de minutes sur Henri Pinchot, parce qu'il y a tellement de choses à raconter, il y a tellement de choses que j'ai pas pu mettre dans ce projet-là. Puis même dans l'entrevue de 2 heures, il y a vraiment du contenu. Là. C'est Ouais. dense. Ah oui! Mais est-ce que tu peux nous donner des secrets? Qu'est-ce qu'on sait pas que t'as pas pu mettre dans le documentaire? C'est plein d'anecdotes. C'est son amour pour Jules Verne. J'en parle un petit peu. Tu sais, il dit que ouais. lui, ce qui l'a inspiré à devenir un peu patenteux, c'est L'île mystérieuse, qui est son ouvrage préféré de Jules Oui, il en Verne. parle, Tu sais, quand ouais. il était jeune, il lisait ça, mais il n'y avait pas que Jules Verne. C'est vraiment un érudit, ce monsieur-là, puis qui a travaillé dans les mines toute sa vie. Puis en même temps, quand il est revenu des mines, là, il a commencé à patenter plein de choses, mais il fait aussi beaucoup de chansons. Il chante beaucoup les chansons françaises, c'est-à-dire Boris Vian. À la fin, il y a sa vraie nièce. Donc, il chante la Java des bombes atomiques, qui est une chanson de Boris Vian, avec sa vraie nièce qui chante ça. Puis il fait des tournées de spectacles à Montréal. Il est venu, il a fait des tournées de chansons françaises. C'est vraiment un homme extraordinaire. Puis sa famille en soi, les Pinchot, c'est des artistes des Îles-de-la-Madeleine incroyables. Ils ont vraiment une histoire fascinante. Là. Fait que j'aurais pu en faire une série de 15 épisodes. Là. Pour vrai, c'est extraordinaire. Là. Ouais. Je trouve que c'est la meilleure chose d'en apprendre quand les gens te prennent de court comme ça parce que tu t'attendais pas à d'autres facettes de leur personnalité ou c'est tellement... C'est super. Écoute, moi, je me demandais, c'est quoi le commentaire que tu reçois le plus quand les gens voient ton film? Je pense que les gens, ils ont envie de connaître Henri Pinchot. Tu sais, ils le trouvent attachant. Il y a comme aussi une drive qui est le fun. Tu sais. Il dit que c'est un homme d'action, il fait les choses. Puis, je sais pas, il y a comme quelque chose de fort en lui. Je trouve qu'il représente quelque chose de fort aussi. Son identité des Îles-de-la-Madeleine est très ancrée aussi. Tu sais, il dit, en fait, je suis patenteux, mais on est tous patenteux parce que nous, avant, il fallait qu'on s'arrange avec les moyens du bord, puis on va pas demander à un gars de Longueuil comment ça marche. Tu sais, il y a comme tellement... Je sais pas, je pense qu'il est rassembleur, Henri Pinchot. Puis je pense que beaucoup de gens écoutent ce projet-là puis se disent « Ah, moi aussi, j'ai envie d'être de même. » Tu sais, je sais pas, il est inspirant, ce monsieur-là. Clairement, il a l'air de quelqu'un qui est très... mais aussi indépendant, tu sais, comme c'est un esprit... Dans le sens d'un esprit indépendant, tu sais, comme quand... c'est fou, c'est très inspirant. Écoute. C'est Henri. Hey, oh, Henri! Écoute, c'est déjà la fin. C'est moche. Moi, je continuerai de te parler. Un grand merci encore une fois, Maude. Merci. Merci. En ce moment, en studio, on est avec Dominique Sheila, co-réalisatrice du film Rituel sous un ciel écarlate. Bonjour, Dominique. Bonjour. Et puis, on a aussi sa mère, co-réalisateur du même film.
Allô, bonjour Samer. Bonjour, ça va? Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. On est très heureux de vous avoir avec nous en studio. En fait, pour se réchauffer un peu, je vais vous poser une petite question le fun. Vous avez sûrement remarqué qu'en studio, on a une petite thématique fête parce qu'on fête le 10e anniversaire de Plein Écran. Et puis, j'aimerais savoir, c'est quoi le cadeau de fête le plus mémorable que vous avez reçu? Mais je me rappelle, elle m'a fait des mitaines Oh, pour ouh! mon anniversaire. On était à Concordia. Ouais, ça fait 20... Alors, mais c'est toi qui les as fait ou c'est ta mère qui les a fait? Je pense que c'est ma mère qui les avait fait. Ouais, ça c'était cool. Des mitaines. C'est un très beau cadeau, en effet. Ouais. Ouais. Est-ce que tu tricotes beaucoup? Non, pas Non. du tout. Non, C'était non, pas mais non, je c'est ta mère, mais oui. C'est sa maman qui a fait ça, ouais. Ouais. J'ai pas d'idée, Il y a là. pas Je de me sens problème. mal, c'est épouvantable. Non, mais c'est correct. Je veux dire, ça prend les gens au dépourvu. Ou sinon, c'est quoi ton gâteau préféré que tu aimerais recevoir à ta fête? Ah, chocolat. Chocolat? Ouais. Tout C'est chocolat? pas compliqué, ouais. Est-ce que c'est forêt noire ou juste chocolat? Non, chocolat. OK. Ouais. Quel goût exquis. C'est plus facile, ça. Mais là, je vais avoir la question du cadeau. Si je le trouve, je vais... Tu peux m'interrompre C'est n'importe quand pour me le dire, il n'y a pas de problème. Ouais. Good. En fait, on peut sauter directement dans le vif du sujet. On va changer un petit peu de registre. Votre film, je l'ai trouvé époustouflant, très Merci. puissant. J'aimerais savoir comment est né le projet. Le projet est né avec une photo, en fait. OK. Une photo où, à l'époque, il y avait encore la guerre en Syrie, alentour de Damas. Puis c'était la photo d'un franc-tireur qui était perché sur un toit. Puis, en fait, moi, ayant vécu à Damas, ayant grandi à Damas, vu que c'est une ville très dense et il n'y a pas beaucoup de place pour que les enfants jouent, tout ça, donc on allait sur les toits. Donc c'est justement, j'ai grandi sur les toits. J'ai appris à fumer sur les toits, j'ai appris à espionner les femmes, en tout cas les voisines sur le toit, j'ai appris à boire. Toute, disons, la place qui était cachée des adultes, c'était sur le toit. Et donc, plusieurs années plus tard, je me retrouve avec ça, mais c'est la mort qui est perchée sur le toit au lieu des enfants qui jouent candidement, en tout cas, ou qui se découvrent, ou qui apprennent, en tout cas, à devenir des adultes. Et puis, voilà, l'idée est partie de là. Et puis, on s'est mis à imaginer 3 scénarios à partir d'un franc-tireur qui, lui, se rappelle de son moment d'enfance, où quand il a fumé une cigarette avec son ami, puis finalement, son ami se retrouve dans le camp opposé, parce que c'est forcément une guerre civile, en fait, en Syrie. Donc, voilà. Et puis là, ça s'est développé sur 3 autres personnages aussi qui vont devenir des chiffres avec le coucher de soleil. Donc, ils vont mourir avec le coucher de soleil. Donc, nous, c'était de montrer comment ces chiffres-là qu'on entend dans les nouvelles, où aujourd'hui, il y a eu tellement un chiffre abstrait qu'on entend, mais chaque chiffre avait un rêve, avait un souvenir, avait une histoire d'amour, avait quelque chose... enfin, c'est une vie humaine avant de devenir un chiffre. Donc, voilà. Et puis, donc, Dominique est arrivé dans le projet. Ah non, j'étais là. Ok. En fait, le film a été écrit en français. Ok. C'est important de le dire, sinon je fais pas trop de sens. Ça a tout été écrit en français, simplement au tournage, que là, ça a été traduit en arabe, là, mais c'est une scénarisation comme on C'est aurait une fait co-scénarisation. pour n'importe quel autre projet. Là. Et puis, le processus d'écriture, comment ça s'est déroulé? Est-ce que ça s'est étalé sur de longues années? Pas tellement pour Ouais. celui-là, parce qu'on a été chanceux, on a eu du financement assez rapidement. Non, je ne saurais rien comparer au long métrage. Ça s'est fait assez rapidement. Là. C'est pas... Parce que c'est une logistique beaucoup moins lourde qu'un long métrage aussi. C'est Un sûr. long métrage, c'est... D'abord, les institutions sont beaucoup plus imposant et important, et la paperasse qui est impliquée. Tandis que nous, avec ça, on a commencé avec le calque. On l'a eu comme ça. Finalement, on a appliqué pour le SODEC, puis la SODEC a embarqué, puis hop, voilà. En fait, ce qui a été long, c'est parce qu'on était en casting le mois de janvier 2020, puis la COVID a frappé. Donc, ce qui a été long, c'est vraiment de tourner. L'attente? L'attente de tourner, parce qu'après ça, tout était paralysé. 1 an plus tard, il fallait qu'on recommence le casting, mais en ligne, sur Zoom. Ouais. Après ça, il fallait
qu'on trouve, parce qu'après ça, les tournages ont recommencé, mais il n'y avait plus de techniciens, donc il fallait qu'on ait une équipe de tournage, mais il n'y en avait pas de techniciens parce que tous les autres tournages commençaient en même temps. Donc, ça a été beaucoup plus long que obtenir le financement. C'était quand même un gros défi parce que c'est comme 2 films en un. Il a fallu faire un tournage de 3 jours, qui est presque la durée qu'on se permet quand on fait un court-métrage, 3-4 jours. Mais ensuite, tout ce qui a été fait comme background, ben ça, c'était comme un film, pas d'animation parce qu'il n'y a pas d'animation en tant que telle, mais c'était de refaire tout un autre processus de création séparément. Fait que c'était quand même un défi de production pour arriver au résultat qu'on a là. Comment est-ce que c'est déroulé le tournage? Parce que tu dis qu'il n'y a pas d'animation, mais c'est sûr qu'à l'image, il y a un rendu différent. Comment est-ce que le tournage s'est passé en tant que tel? Ah ben le tournage a tout été fait sur fond vert. OK. Donc, c'était en studio, sur fond vert. Les seuls éléments qu'on avait, c'était les éléments de décor avec lesquels les protagonistes agissent. A fallu développer parce pour avoir l'effet qu'on a de noir et de transparence, a fallu développer des techniques là, de mettre des tapes noires où on voulait que ce soit noir, des tapes blancs quand on voulait que ça soit transparent pour le décor. Mais sinon, c'était tout un tournage sur fond vert. C'était expérimental pour tout le monde parce que même le directeur photo, il disait on a improvisé. Mais en fait, parce qu'on avait le superviseur d'effets visuels avec nous sur le tournage. Donc, on avait le rendu du haut contraste, du icon sur l'écran. Donc, lui, il faisait un truc, il regardait dans le moniteur, il disait « OK, c'est vraiment pas ça. » Donc, il faisait de l'improvisation. Tout le monde faisait de l'improvisation parce que c'était, disons, de l'artisanat qu'on faisait. Mais ça donnait une fragilité aussi, un côté artisanal au film qui, justement, c'était insécure pour tout le monde. Et, tout le monde était un peu en dehors de sa zone de confort. Exactement, parce que là, on tournait en haut contraste et puis voilà, il faut comme éclairer avec un angle pour justement avoir des zones soit complètement noires, soit complètement blanches. Et c'était tous des non-acteurs aussi. Oh, donc, wow! OK. Oui, c'était... Non, c'est pas vrai. Il y en a un qui est acteur de formation, je m'excuse d'avoir dit, et une qui est chanteuse d'opéra, mais qui n'avait pas nécessairement d'expérience de jeu. La plupart, c'était des amis ou des gens, des connaissances, là, mais c'était des non-acteurs. Ouais. Donc, c'était tous des gens qui étaient un peu dans votre milieu. Vous n'avez pas... non, ça a été du casting sauvage. Il y a plein de gens qu'on ne connaissait pas, qui nous ont envoyé leur... qui ont eu envie de participer au projet. Puis on a eu des gens de toute croyance politique. Pour ça un qu'on a film évité qui avait de ce parler, sujet-là, ce qui était très, très bien. Ne serait-ce que pour l'expérience qu'on a vécue à travailler avec eux, qui étaient d'allégeance différentes. Et pourtant, on peut tous s'entendre au final. Donc, c'était une belle expérience pour ça. Parce qu'à l'époque, il faut dire que le régime était encore sur place et il y avait des pro-régimes, il y avait des gens contre le régime. Mais sur le plateau, on a évité avec justesse de parler justement de parler politique parce que justement le film, c'est à propos des humains et non pas à propos des... Et le propos du film, c'est qu'on se tire dessus, mais avant, on était copains sur le toit, donc... Mis à part certains défis que vous avez déjà mentionnés, c'était quoi, selon vous, le plus grand défi? Pour nous, ça a été surtout de gérer les backgrounds, parce que c'est quelque chose que ni lui ni moi on avait fait. Un tournage, comédien, non-acteur, on avait déjà fait ça, fait que c'était pas nouveau pour nous, mais de gérer pour que ça fonctionne, pour gérer l'effet qu'on essayait de créer, je pense que ça a été la partie la plus compliquée. De l'animation quand même, travailler avec des artistes, des peintres, des artistes, tout ça, donc pour nous, c'était nouveau. Donc c'est tout un langage qui était nouveau pour nous. Même sur le plateau aussi, de visualiser tout ce qu'on va faire après. Puis, parce qu'on était complètement dans l'abstraction. Il n'y avait pas de repère. On était sur de l'écran. C'était du vert partout, là. Puis après ça, il fallait qu'on dise, OK, là, bouge là. Là, tu attaques. Là, il y a un mur. Puis là, c'est dur à expliquer à tout le monde. Mais là, attention, là, t'es exposé. Il y a un sniper. Lui, je vois pas le mur. OK, il fallait imaginer pas mal le décor. Il fallait l'expliquer.
aussi à tout le monde. Donc, il fallait que tout le monde soit en mesure de visualiser. Exactement. Puis même quand ils ont vu les images après, ils ont dit « Ah ouais, OK, je vois maintenant ». Parce que c'était un peu abstrait. Ben, en fait, moi, si on revient au processus d'écriture, j'étais curieuse. La belle scène dans laquelle il y a des enfants et la chanteuse qui chante un peu plus haut. Est-ce qu'il y a une signification particulière pour vous avec cette chanson-là? Pourquoi cette chanson-là précisément a été choisie? On a eu beaucoup d'autres idées avant celle de Ginette Renaud et Jean-Pierre Ferland. Mais une fois qu'on a pensé à celle-là, l'idée de monter toujours plus haut, de voir parce que tout ce qu'elle dit, là, je ne vais pas la chanter. Please! Ça faisait d'autant plus de sens. C'est probablement une des parties du film qui résonne le moins pour les gens à l'étranger, je dirais. Mais je pense que pour ici au Québec, n'importe qui entend cette chanson-là, elle est plus prenante. Peut-être que si on l'entend pour la première fois, c'est pas aussi fort, mais quelqu'un qui connaît l'histoire derrière la chanson, ben... Au 3e, 4e niveau de lecture, c'était aussi un signe de reconnaissance pour le Québec, qui a accueilli quand même beaucoup de réfugiés syriens quand même. À partir de 2015, 2016, 2017, il y a eu quand même beaucoup de gens qui se sont déplacés à cause de la guerre et tout ça. Et donc, symboliquement, puisque c'est une chanson qui est très, très forte, même les paroles, tout ça, au niveau symbolique, c'était aussi comme un hommage à la culture québécoise qui aussi peut être universelle aussi dans sa générosité, dans sa grandeur. Et même les paroles qui ont fité très bien. Cette dame-là qui veut aller plus loin, plus haut, là-bas, parce qu'elle parle du Canada, elle veut partir. Puis les paroles, c'était justement ça. Ben, en fait, je me demandais, je sais que vous collaborez ensemble depuis plus de 2 décennies. Je me demandais, qu'est-ce que ce film-là en particulier vous a appris en tant que créateur? Est-ce que ce film-là en particulier vous a appris quelque chose de nouveau? Ça a en fait juste corroboré notre façon notre modus operandi, genre notre façon de travailler, parce qu'elle a des sensibilités, elle a des forces. J'ai des sensibilités, j'ai des forces. Donc, ça a plus cristallisé. Et ça nous a mieux préparé parce qu'on a tourné un long métrage après. OK. Et puis, la façon de gérer un plateau de tournage, ça a été... En fait, c'était comme presque un rodage du long métrage après, où elle était plus responsable des acteurs et de la mise en scène, et de toutes les finesses de mise en scène et tout ça. Et moi, j'ai plus de facilité à imaginer, disons, la technique et comment faire, le découpage et tout ça. Donc, on s'est réparti les tâches et ça nous a bien préparé pour le long métrage. Enfin, pour le long métrage qu'on a tourné, 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, je ne me rappelle plus, là, mais notre plan d'attaque, c'était OK, ouais, on va faire presque la même chose. Et même si les acteurs, c'était la plupart des arabophones, c'était des Syriens, en fait. C'était pour l'accent, parce qu'une des choses qu'on fait aussi quand on fait du casting sauvage, c'est l'accent. Il faut que ça soit vraiment l'accent de Damas, parce que 150 km, c'est un autre accent. Et finalement, même si moi, j'étais, disons, plus à l'aise au niveau de la langue et tout ça, c'est elle quand même qui était responsable, parce qu'il fallait focaliser comme, OK, c'est Dominique qui est responsable de la mise en scène, du jeu, de tout ça. Donc, pour ne pas diluer l'information, éparpiller l'information, on sait que c'est son département, elle gère très bien ça. Moi, mon département... En fait, moi, j'étais en contact aussi avec le directeur photo avec un micro, donc on se parlait... Et ça marchait très bien, en fait, par rapport à ça. Elle, la direction artistique, c'est elle qui était... elle voit les choses, elle voit les couleurs, elle voit les détails, les finesses, même s'il y en a pas. Les textures. Mais non, mais il y en avait quand même par rapport aux accessoires. Moi, c'est comme... Moi, j'ai pas cette finesse-là. Moi, un mur, c'est un mur. Mais il y a plus que des briques, là. Il y a des choses, la couleur, la texture, les plantes. Moi, je pense que parce que c'était vraiment un sujet qui était difficile, puis qu'on a eu la chance de travailler avec des gens qui, pour certains, étaient au Québec depuis à peine 1 an, ou comme vraiment... La guerre était très, très fraîche dans leurs souvenirs.
humainement, comme dans le travail, justement, avec des comédiens, puis l'historique des gens qu'on connaît pas toujours, comme ça a été difficile, mais enrichissant de savoir comme tout le matériel humain qu'il peut y avoir derrière quelqu'un. Parce que la fille qui joue, elle était en prison, carrément. Sa mère, elle était avec sa maman, c'est ça? C'est ça. Là, je voulais la jeune fille, celle qui meurt. Qui joue Selma. Qui se retrouve couchée. Elle était là quand on tournait la scène avec les snipers sur le toit qui visent le sniper. Puis elle était à côté de moi, puis elle m'a raconté, elle a dit c'est fou parce qu'elle dit je regarde ça, mais elle dit moi j'étais là comme avec leurs armes. Fait que, mais elle en parlait, elle était émotive, mais elle avait 12 ans là, c'est comme la résilience. En tout cas, ça nous apprend et on devient humble par rapport à la vraie à leur expérience qu'ils ont vécu vraiment. La guerre. C'est sûr que ça remet les choses en place. Bien sûr. Ouais. Puis le propos du film est un peu... oui, il y a l'idée que c'est pas des normes, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un propos très fort sur la force humaine, que même dans les pires situations où on pense qu'il n'y a pas d'issue, le pouvoir de s'imaginer ailleurs, de s'imaginer autrement, de vouloir des choses, c'est tellement fort que c'est comme... C'est un peu ça aussi, là, qu'on puisse continuer à rêver, même si il n'y en a pas d'espoir, là. Parce que c'est tout ce qui leur restait, justement. C'est que leur situation, c'était sans issue. Disons que les gens qui sont restés là-bas, c'est des gens qui sont démunis, qui n'ont pas l'argent pour voyager. Et donc, ils sont pris dans une zone no man's land. Et voilà, tout ce qui leur reste, c'est leur imagination, leur rêve. Puis voilà, nous, on a mis l'accent sur ça. C'est justement, dans les moments les plus noirs, il nous reste encore l'imagination, le rêve, puis la volonté d'en sortir. Cette idée-là, c'est ce qui fait que je pense que quand on regarde quelque chose, tout d'un coup, on va se sentir proche de cet humain-là avec lequel on a, de prime abord, aucun lien ou aucune similitude. D'avoir essayé de montrer qu'ils rêvaient encore puis qu'il y avait encore des possibilités. C'est ce qui les rapproche de nous. Puis je pense que c'est ça qui est important, là, de ne pas sentir que ça ne peut pas nous arriver ou qu'on est ailleurs, que eux c'est quelque chose comme ça rapproche les deux réalités. J'ai la dernière scène en tête qui m'a en fait coupé le souffle. En fait, est-ce qu'il y a des choses qui d'emblée sont pas comment je pourrais dire pourraient ça? ne pas être comprises. Pourraient ne pas exactement, okay. exactement. Okay. C'est en fait parce qu'ils sont deux copains et quand le sniper se rappelle du moment où il a fumé sa cigarette avec son ami, mais finalement c'est lui qui va le tuer. Donc à un moment donné, c'était est-ce que les spectateurs vont comprendre que c'est le même gars avec qui il a fumé une cigarette quand il était jeune, juste pour dire qu'ils étaient amis, puis après ça, ils sont devenus ennemis. Mais après ça, on a laissé ça à l'interprétation du spectateur. Mais ça, c'est une information que si le spectateur pense que c'est avec lui qui a fumé une cigarette quand il était jeune, puis finalement, il se trouve à se pointer l'arme dessus, ça, c'est encore plus fort, mais voilà, ça, c'était... C'est que sur papier, les personnages ont un nom. Fait que c'est plus facile quand on écrit de savoir que le jeune garçon, après, quand il revient plus vieux, il a le même nom, c'est la même personne. À l'image, c'est plus difficile à lire, effectivement, mais je pense que ça fait pas de différence, je pense, au final, de savoir ou pas que c'était eux qui étaient sur le toit. Là. Je veux dire, ça reste aussi puissant. Je pense pas que ça... Puis c'était aussi, à un moment donné, on a pensé, est-ce qu'il va demander une cigarette à son ami avant de le tirer? Comme ça va faire « Ah oui ». Mais finalement, l'allégorie de l'oiseau était beaucoup plus forte. Donc, on l'a laissé parce que c'est l'oiseau qui juste refuse de sortir de sa cage par peur, en fait. Un grand merci. Grand merci à Dominique Sheila et sa mère Nagérie. Merci. Merci beaucoup. En fait, aujourd'hui, on a en studio avec nous Clara Milo. Bonjour Clara. Allô? Allô, co-réalisatrice du superbe film Himalaya.
Ben, en fait, on est très content de t'avoir. Je sais que Juliette, l'autre co-réalisatrice, ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais... Ouais, elle est toujours en tournage, elle travaille énormément et elle s'excuse de ne pas pouvoir être ici, mais elle tourne demain très tôt, donc prep, etc. Oui. Ben, écoute, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est une question que je pose à tous les cinéastes qui sont invités. J'aimerais savoir, c'est quoi le plus beau cadeau de fête que tu as reçu? Parce que, comme tu vois, on a une petite thématique de fête en studio. Ou, si tu veux, en fait, je peux te poser une autre question. C'est quoi ton gâteau préféré? Qu'est-ce que t'aimes comme gâteau? J'adore... tu sais, les gâteaux de l'épicerie avec les fruits, il y a comme des fruits par-dessus avec de la gelée pour les immortaliser. C'est comme des gâteaux vraiment basiques, blancs, avec comme un beau décorum de fruits des champs, comme des fraises, des bleuets. Puis c'est tout luisant parce qu'il y a la genre de glycérine par-dessus. Puis ça a l'air d'être des gâteaux de contes de fées. Donc, j'adore vraiment ces gâteaux-là. Je pense pas que c'est les meilleurs au goût, mais c'est juste, ils sont trop beaux. C'est de consommer de l'or. Nice. OK. Ben, écoute, on peut sauter directement dans le vif du sujet. En fait, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ton film pour les gens à la maison qui l'ont pas vu encore? Ouais, c'est une question un peu accidentée parce que c'est un film qui se dévoile alors qu'on le regarde. Oui, en effet. Donc, quand on commence le film, on n'a pas l'impression... c'est très clairement un espace liminal, hors du temps. On est dans une ferme, on est avec une famille qui semble être isolée sur une terre qui est très surnaturelle, où il y a quelque chose... On l'a tourné au Manitoba, dans les plaines du Manitoba. Donc, en fait, je me souviens quand quand on a trouvé la loc, on a conduit pendant, je pense, 4 jours à genre tourner à droite, à gauche pour essayer de se perdre le plus loin possible dans les prairies du Canada. Les prairies du Canada, c'est grand. C'est long, c'est plate. C'est longtemps. Mais en fait, notre but, c'était d'arriver dans un lieu où est-ce que c'est tellement plat qu'on n'a pas l'impression d'être sur la planète Terre. C'est exactement là qu'on est arrivé. On est arrivé dans des genres de... C'est comme un étendue de prairies vallonneuses. Et au milieu de ça, il y avait une vieille maison en décrépitude. Évidemment, meilleure place pour tourner un film. Une maison qui est sur le point de s'écrouler. Donc, c'est de là qu'est commencé notre aventure. Mais oui, alors le film, on joue beaucoup sur le mystère. On joue beaucoup sur l'étrangeté. Il y a comme beaucoup d'ambiguïté au début. Les personnages se parlent. Mais il faut vraiment lire entre les lignes pour essayer d'en savoir plus. Jusqu'à temps qu'au milieu du film, on dévoile vraiment... là, c'est ultra un spoiler, mais on dévoile le fait qu'on n'est pas sur la planète Terre. Et que finalement, ce film-là, ça se passe vraiment dans le futur. C'est sur une lune terraformée. Donc, on s'est vraiment basé sur les propriétés physiques d'une lune qui est en orbite autour de Jupiter. Himalaya est d'ailleurs le nom de ces lunes-là. Oh, wow! OK, je savais pas. Ouais. Okay. C'est pas sur celle-là qu'on s'est basé, mais c'était vraiment un beau nom. Puis c'est un film, en fait, où est-ce que, justement, dans cette terre très, très, très lointaine, il y a un retour aux racines, ou une volonté de retourner aux racines de l'humanité, puis de créer un contexte où est-ce que l'humanité était à son pic. Donc, comme on le voit dans Himalaya, c'est une famille un peu fermière, l'amour entre une mère et un enfant, et tout le concept du fait que c'est une vie qui est orchestrée par le passage du soleil. En fait, moi, j'ai trouvé ton film absolument superbe et j'aimerais savoir comment est né l'univers d'Himalaya. Comment... Ouais. En fait, c'est ça. Là, j'ai l'impression de parler avec le fantôme de ma co-réalisatrice. Juliette. Bonjour, Juliette. Et qui, en fait, c'est elle qui est venue me voir initialement. Juliette, qui est une... en fait, elle est... DOP. C'est quoi? Je sais pas pourquoi chercher le mot en français, parce qu'on utilise le mot DOP aussi en français, mais et elle est venue me voir, puis elle avait une image très claire dans sa tête
d'un enfant qui court après un rayon de soleil. Puis on trouvait ça vraiment beau, mais moi, étant plus un apport scénaristique à n'importe quelle histoire ou à n'importe quel visuel, ben là, j'ai essayé de faire du sens. Je suis comme, OK, mais là, si un enfant doit courir après un rayon de soleil, ben pourquoi est-ce que ce rayon de soleil-là pourrait se déplacer, pourrait aller rapidement? Puis on est vraiment parti très, très loin dans ce délire. J'étais aussi vraiment... j'adore l'astronomie. Et on a réalisé que la seule façon de faire en sorte qu'un rayon bouge très vite, ben, c'est s'il y a comme une éclipse solaire et qu'on est sur une lune et donc on est vraiment à proximité d'un astre vraiment plus grand. Bref, on s'est perdu dans un délire astronomique. Mais quel travail de recherche. Ouais, quand même, ouais. Ouais. Ben, un travail de recherche. Après ça, c'est sûr qu'on a pris énormément de liberté. Mais la recherche est aussi vraiment venue dans la thématique de la langue, du langage, où est-ce qu'on voulait mettre en scène un futur déjà qui était lumineux puis qui était plein d'espoir, parce que je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Solidement. Et de manifester un futur où est-ce qu'on peut vivre en collaboration, on peut vivre à l'intérieur d'une nature qui est magnifique et qui est sublime. On avait aussi un désir d'étudier l'évolution de la culture et à l'intérieur de ça, c'est là que la langue est venue, où est-ce qu'on s'est dit qu'on voulait pas faire un film en anglais parce que c'est facile de s'imaginer un futur où est-ce que c'est comme conquête de l'espace, les Américains plantent leur drapeau à quelque part, puis c'est fini, là, l'espace parle en anglais. Puis c'était puis on voulait pas aller là. L'espace parle pas anglais, l'anglais va mourir comme toute langue. Alors là, il fallait qu'on aille se chercher une autre langue du futur, et c'est là que l'espéranto est vraiment venu. C'est comme j'avais lu ça avant, où est-ce que en fait, l'espéranto, c'est une langue qui a été créée dans les années 1800. C'était un espoir de langue universelle, où est-ce que c'est comme une langue qui rassemble plein de différentes langues, comme l'anglais, le français, l'espagnol. Bref, c'est une langue qui a été créée pour être vraiment facile à apprendre. Et il y a eu certaines initiatives où est-ce qu'ils ont essayé de l'implanter, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. L'anglais a rapidement pris le dessus. Puis là, je pense que là, en ce moment, comme dans le monde, il y a un village en Espagne qui parle espéranto, genre comme une première langue. Mais je pense que c'est tout. OK. Ça n'a aucun rapport avec l'histoire, mais c'est quand même intéressant de voir que dans un village qui ont espéré, en fait, être les premiers à se globaliser, ils se sont vraiment... ils sont devenus ultra hermétiques à la place, parce que là, c'est les seuls qui parlent cette langue-là. Mais oui, alors on a décidé que ça allait être la langue de notre film et la langue du futur. Mais on parlait d'espéranto, puis en fait, je suis curieuse par rapport au processus d'écriture du film. Donc, vous avez écrit le film, puis je présume que vous avez fait traduire en espéranto, ouais? Oui, c'est ça. On a écrit le film. Je l'ai écrit en anglais. Juliette était vraiment là aussi au travers de tout le processus. Éventuellement, on l'a traduit au français parce qu'on était comme pas contente du fait que les personnages parlaient anglais, mais le français a pas fait plus de sens. Fait que là, on a gratté pour une nouvelle langue dans laquelle le traduire. Donc, il y a comme... Ça, c'était... On s'y attendait vraiment pas, mais il y a quand même... Il y a une société de linguistes qui tripent sur l'espéranto, puis qui ont vraiment... genre, avant même qu'on commence à tourner, on avait fait des auditions avec des enfants. Puis dans l'audition, on demandait aux enfants de parler espéranto. On voulait voir à quel point ils allaient s'adapter. Puis déjà, là, il y avait des enfants qui avaient comme écrit à la communauté d'espérantistes en leur demandant comme « Ah, est-ce que vous pouvez nous aider avec la prononciation? On a une audition. » Et avant même qu'on les approche, eux, ils sont comme « On connaît votre film, on a déjà aidé des enfants dessus, mais oui, on va vous aider. » Et alors, on a été accompagnés par un linguiste qui a pratiqué l'espéranto avec les acteurs, qui était vraiment genre on call, parce que c'est sur le plateau, on a un peu improvisé des fois, donc on est comme on check-in, on faisait des check-in avec le linguiste, genre c'est quoi gorille en espéranto? Ligne directe. Puis là, encore à ce jour, il est comme... je pense que la semaine passée, il était genre... Il a été montré à mondialement à la communauté d'espérantistes. Puis ils sont
très, très fière de cette pièce-là. Fait que c'est très drôle de se faire approprier son film par une sous-culture de linguiste. En fait, tu parlais du processus d'audition. J'aimerais savoir comment est-ce que tu as trouvé ton équipe d'actrices, d'acteurs? Le petit gars, son nom, c'est Noam. C'est un enfant absolument incroyable. Puis on l'avait auditionné. En fait, c'est la seule option qu'on aimait vraiment. Puis après nos 2-3 jours d'audition, on se regarde, moi, Juliette et notre directrice de casting, qui est Marie-Lou Richer, et on s'est dit, mais là, il faut qu'on ait plus d'options, comme on peut pas juste avoir un préféré. Alors, je me souviens, on est allé, c'était l'été, puis on est allé dans les jeux d'eau. On était juste 3 madames assises dans les jeux d'eau à regarder les enfants qui couraient dans leur maillot de bain. Puis on est comme, ouais, celui-là, il look vraiment good. On était bien intentionnés, mais genre de loin, ça n'avait pas rapport à notre affaire. Mais bref, on a comme refait des jours d'audition avec du casting sauvage d'enfants qu'on a trouvé dans les jeux d'eau. Puis finalement, on en est venu à la conclusion que la raison pourquoi c'était notre préféré, c'est parce que c'était lui, puis il y avait personne d'autre qui était à sa hauteur. Mais c'est sa première fois qu'il jouait. Wow! Je pense qu'il y a eu un 3e rôle en donné où est-ce qu'il court en arrière-plan, mais c'est vraiment son premier rôle. Puis je pense qu'il veut en faire d'autres si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Je pense qu'il est comme enfant incroyable, très, très libre. Il faut comme vraiment, on a vraiment orchestré le tournage autour de lui pour le laisser vivre. Prendre sa place. Ouais, sa place, c'est ça. C'est de travailler avec des enfants, tu peux pas... Tu peux pas les bousculer, d'après ce que je comprends. Non. Puis s'ils sont fatigués, ils sont fatigués. C'est pas en les poussant qu'ils vont faire une meilleure job. Donc, ça a été quand même un défi d'apprendre à tourner autour d'un enfant. Mais finalement, c'est lui qui est au centre de la pièce. Donc, on était très, très heureuse de le faire. Puis il nous a vraiment donné des beaux moments très honnêtes aussi, où est-ce qu'il y a une super connexion avec la mère, qui est aussi Amélie Clément, qui est aussi une actrice québécoise. Et sinon, le père et la grand-mère sont du Manitoba. Donc, c'est pas des acteurs. Le père, c'est un fermier que vous avez trouvé. Random. Genre, la personne qui nous aidait avec les locks, on lui a juste demandé, on était comme... Est-ce que tu connais quelqu'un qui ressemble à Viggo Mortensen? Puis il est genre, yeah, I know the guy. Puis on est arrivé, on a comme débarqué, on a conduit, je pense, 2 heures pour arriver au milieu de nulle part sur une ferme avec genre ce fermier-là qui était comme assis sur sa chaise berçante puis qui nous regarde venir. Puis il était pas down au début du tout. Il était genre, c'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Puis après ça, il y a tellement de genre beaux petits moments, mais il est comme sur sa chaise berçante, puis il est comme, vous voulez rencontrer mes chèvres? Puis on est comme, ouais. Puis là, il se lève, puis il fait, bah! Il fait juste appeler ses chèvres, puis il y a juste comme 50 chèvres qui viennent en courant. J'étais comme, c'est lui, c'est notre papa. Ben oui. Alors, ça a été notre papa, mais c'est ça. Et puis, ils ont aussi eu la décence d'apprendre plusieurs mots en espéranto, donc on est vraiment reconnaissante d'avoir travaillé avec ce monde-là. Je trouve que c'est les meilleures histoires, les petits moments comme ça, les histoires de tournage, je trouve que c'est les meilleures histoires. Tu parlais tout à l'heure de connexion entre l'enfant et la mère, et puis j'ai en tête une scène qui m'a coupé le souffle. En fait, c'est la scène dans laquelle la mère devient, pour les gens à la maison, on va pas trop spoiler, qui devient un animal. La caméra est super dynamique, mais tout au long du film, en fait, puis j'aimerais que tu me parles un peu d'expérience de tournage. Ouais. Mais en fait, cette scène-là n'était pas au scénario du tout. Oh, wow! C'était pas au scénario du tout. On a juste... En fait, le 3e jour de tournage, on avait des poules sur le plateau, puis on avait un enfant. L'enfant jouait avec les poules. L'enfant s'est mis les doigts dans la bouche. L'enfant est devenu terriblement malade. Oh non! Et quand tu tournes à l'étranger, un acteur principal qui est malade, c'est pas une bonne nouvelle. Et on avait une chance qu'on avait les meilleures productrices du monde qui nous ont complètement isolés de ce crisis-là. Fait qu'elles sont allées gérer ça. Rosalie et Catherine de Métafilm. Et pendant ce temps-là, nous, on est juste, comme moi, Juliette et l'actrice, Amélie, on est juste allés jouer sur le plateau parce qu'on n'avait rien à faire. On était au milieu de nulle part. Fait qu'au moins, on va prendre la caméra puis on va juste comme jouer
on avait construit la maison pour le tournage. Donc, OK. c'était vraiment un carré de sable. C'était genre un parc d'amusement fait sur mesure. Wow. Alors, on va jouer. On pense pas du tout à rien filmer cette journée-là parce que c'était comme une journée qui avait été collée off. Puis, en jouant, il y a l'actrice qui commence à faire le gorille. Puis moi, je suis comme, oh my God, elle vient dans son costume. Puis là, elle se met à courir. Puis là, elle se met à faire des cris vers le soleil. C'est tellement bon. Puis je trouvais ça tellement beau. Puis j'étais comme, on fait ça. On va mettre cette scène-là dans le film. Puis le lendemain, quand le petit gars est arrivé, on est comme, OK, genre, on change tout l'horaire. On se prend un bloc pour tourner une scène qui n'est pas au scénario. Puis finalement, je pense que moi aussi, c'est ma scène préférée. Ouais, c'est juste... Tu t'y attends tellement pas. C'est étrange. Puis je pense que le film aurait été comme limite un peu trop joli sans cette scène-là. Ou est-ce que là, au moins, là, on était capable d'aller dans quelque chose d'un peu plus absurde puis d'un peu plus étrange. Ouais. Tandis que le reste est vraiment très doux et lumineux. Oui, ben en fait, c'est une scène qui reste en tête. C'est vraiment superbe. En fait, j'aimerais savoir sur combien de jours ça a été tourné? C'est quoi le plus gros défi logistique que tu as eu pendant le tournage? Ça a été tourné... Je pense que... on a tourné une demi-journée au Québec dans des champs de tournesol parce qu'en fait, il y a plein de champs de tournesol là-bas, puis il y en avait qui étaient même à côté de notre loc, mais les réchauffements climatiques ont fait en sorte que, genre, on savait qu'elle allait être fanée au moment à ce moment de l'année, même si d'habitude, ils sont resplendissants. Fait que, on a 3 semaines avant le tournage, on est comme, il faut qu'on organise cette partie-là du tournage au Québec. Bref, on a tourné ça au Québec. On a tourné probablement... On avait 2 jours d'impro déjà dès le départ, juste avec l'enfant. C'était comme semi-prep, semi-tournage. Je pense qu'on avait 5 ou 6 jours de tournage. Et en plus, on a eu d'autres jours de tournage au Saskatchewan pour les drones. OK, oui. Oh my God, ouais. Ouais. C'était juste à côté de où est-ce qu'on était, mais là, on n'avait pas le temps de faire ça quand on était sur la loc. Donc, je pense qu'au total, on a probablement tourné 8-9 jours, ce qui est quand même vraiment... C'est impressionnant. Impressionnant pour un tournage qui est déjà à l'étranger, ça coûte super cher à faire, mais on avait une petite équipe. Donc, on a pu optimiser nos jours comme ça. Et quand on faisait de l'impro, quand on était juste avec l'enfant, on faisait ça vraiment en mode close set. Donc, on a réussi à optimiser nos minutes. Ben, écoute, en fait, ma dernière question, je me demandais, c'est quoi le commentaire que tu reçois le plus quand les gens visionnent ton film? J'aime que tu me poses cette question-là parce que je le prends presque mal quand les gens ils me disent « c'est vraiment un beau film ». Puis je suis comme... À l'intérieur de moi, je suis comme « parce que le visuel, c'est facile de faire des belles images. C'est facile de... Il faut que ton film veuille dire quelque chose. Il faut que ton film communique des émotions. Si ça reste dans la beauté... pour moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait ma job de réalisatrice. Okay. Alors, de réentendre encore et encore, c'est un film sublime, c'est un film qui est vraiment beau. Je suis comme, à un moment donné, je suis juste genre, merde, j'ai merdé, j'ai pas fait ça. Je pense que c'est la première personne que j'entends dire ça. Oui. Mais c'est un compliment, mais j'ai réalisé, récemment, je l'ai revu avec assez de distance. J'étais comme, mais oui, mais là, je comprends pourquoi les gens disent ça. C'est vraiment parce que la lumière est un personnage. Donc, quand on parle d'un beau film, c'est quand même un film où est-ce que la lumière est tellement présente qu'elle éblouit littéralement l'écran. Donc là, je suis comme un peu plus en paix avec ce magnifique commentaire-là, mais qui, pour moi, il est venu me chercher vraiment loin à l'intérieur ça de moi. Ça te prenait... Ouais, j'étais comme, j'espère que c'est pas juste beau. Non, il est très dense aussi. Wow. Oui, merci. Ben écoute, Clara, un grand merci d'être venue nous voir. Je sais que tu es très occupée, on apprécie beaucoup. Merci, Clara. Merci.